On va commencer le point de presse. Donc, on vous a tous convoqués aujourd'hui pour donner des détails sur une situation particulière. Donc, je vais passer la parole à Mme Duguay pour nous expliquer la situation. Oui, merci. Bonjour à tous et toutes. Et encore une fois, merci d'être présents afin que la population soit bien informée de la situation COVID-19 en Gaspésie. Tout d'abord, il faut rappeler que malgré que nous sommes dans une des régions les moins touchées, en ce moment, nous ne sommes pas à l'abri de ce virus et c'est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir en tant que communauté pour éviter sa propagation, donc demeurer le plus possible à domicile. Il faut se rappeler que toutes nos actions individuelles mises en commun contribueront à gagner cette bataille. Aujourd'hui, nous tenons à vous informer qu'un membre du personnel de la résidence pour personnes âgées au manoir du Havre à Maria a malheureusement été testé positif et a été transféré dans un centre désigné à Québec. Cette personne, il faut se le dire, ne revenait pas d'un voyage à l'étranger, mais d'un voyage dans une autre région du Québec. Actuellement, d'autres membres du personnel ainsi que des résidents sont fortement suspectés d'avoir contracté le virus et sont en attente de la confirmation. Aussi, 3 de ces résidents sont actuellement hospitalisés dans la région, tandis que les autres résidents et les membres du personnel qui ont été en contact avec la personne sont en isolement à leur domicile. Il est important également de vous mentionner que toutes les familles concernées ont été contactées. Toutes les mesures ont été mises en place pour prévenir la propagation du virus dans la résidence et au centre hospitalier où sont hospitalisés les résidents concernés. Nous voulons, par le fait même, souligner l'excellente collaboration que nous recevons des entreprises d'économie sociale de la Gaspésie, particulièrement au niveau de l'aide à domicile, de façon plus significative depuis dimanche avec les directions et le personnel d'entretien chaleur et d'entretien Avignon, qui veillent à répondre aux besoins de base des résidents ainsi qu'à l'entretien ménager, collaborent de façon exceptionnelle avec le personnel du CIS de la Gaspésie afin que les services soient donnés selon les normes de qualité et de sécurité. Soyez assurés que dès que nous avons été mis au courant de la situation, que le CIS de la Gaspésie a pris la situation en main, supporté par l'équipe de soins à domicile et l'équipe également des ressources du support aux ressources privées pour les aînés. On voulait également souligner le travail continu et le dévouement du personnel des soins à domicile qui ont toujours été présents dans cette ressource, mais qui sont davantage depuis dimanche dernier. Comme vous pouvez le constater, il est encore plus important de plus en plus dans notre quotidien, et ce de façon dans toute la Gaspésie, de suivre l'ordonnance de la direction de la santé publique, de suivre également les directives de notre premier ministre, et ensemble, comme Gaspésiens, nous allons pouvoir gagner cette bataille. Merci beaucoup. Merci, Mme Duguay. Je vais passer la parole à Dr. Bonivier. Oui, bonjour. Écoutez, le dernier message de notre PDG est extrêmement important. On est actuellement dans la période du temps des sucres. Et on m'a dit que c'était évidemment un moment de réjouissance important. Il est important de rappeler à notre population que les rassemblements sont des foyers de transmission du virus. Je sais qu'il y a des gens qui, dans ce système, pas de vouloir aller à la cabane à sucre, mais les cabanes à sucre cette année, il va falloir que ce soit considéré comme des lieux de production. Et si vous allez aider à produire du sirop d'érable, il faut que vous vous organisiez pour rester à 2 mètres de toute personne avec qui vous allez interagir. Le virus, il n'y a pas de pattes, mais il a besoin des humains pour se transporter. Il est capable de sauter 2 mètres. Alors, il faut vraiment se tenir à 2 distances de bras de toutes les autres personnes avec qui on ne vit pas tous les jours. C'est vraiment important, je vous le répète. Et l'événement que nous avons connu
dans la résidence illustre bien que nous avons bien fait de mettre en place les mesures de confinement de la région, si on peut dire, la circulation restreinte dans la région. Mais évidemment, il y avait des gens qui se promenaient avant, puis on va avoir des gens qui vont présenter des infections parce qu'ils sont promenés aussi avant dans les autres régions du Québec, là. Donc, on est face à quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Et je pense qu'il faut se le rappeler les uns les autres, là, que tous ensemble, chacun de nous, qu'on fait, va changer la donne. Merci. On va passer à la période de questions. Comme je disais, je vais nommer les médias, puis si jamais soit que j'en oublie ou que vous avez d'autres questions, après, vous pourrez les poser. Donc, CFIM Antonin. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous considérez revoir votre position sur la distinction des cas gaspésiens versus les cas Madelino. Bon, vous êtes déjà expliqué là-dessus, Dr. Bonnier-Bigé. Cependant, il y a le maire des îles, il y a le député des îles qui vous a envoyé une lettre, il y a la population des îles qui est choquée un peu de cette décision-là, étant donné la situation géographique insulaire des îles de la Madeleine versus la péninsule sur le continent, et qu'on voit des quartiers à Montréal avoir leur cas. On sait combien il y en a à Côte-des-Neiges, combien il y en a à Côte-Saint-Luc. On ne trouve pas ça normal qu'on ne sache pas combien il y a de cas, qu'on ne puisse pas suivre la propagation du virus dans l'archipel en tant que tel. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ce que je réponds, c'est que ce qui est fondamental dans la relation entre les soignants et les soignés, c'est la confiance. Et cette confiance-là, elle se construit sur la certitude que les soignés ont que tout ce qu'ils vont dire à leurs soignants va rester totalement confidentiel. Et ça, cette confidentialité est à la base de toute la relation de confiance qu'on a dans tout notre système de santé. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Il arrive des bris de confidentialité et ça a des conséquences. Il y a eu des gens, même si on n'a pas dit où ils habitaient, comme on est une petite région, il y a des gens qui ont su qui ils étaient et ces gens-là ont été harcelés. Les gens actuellement ont une grande anxiété face à ce qui se passe, il y a beaucoup d'inconnus et souvent ils perdent leurs réserves, leur bon sens commun, ne pensent pas nécessairement à ce qui va, la conséquence de leurs paroles. Et alors, je pense que c'est important collectivement que nous protégions toutes les personnes qui sont positives et qui vont l'être dans l'avenir pour que, comme communauté collective, on puisse grandir de ça et non pas se détruire les uns les autres. Donc, la confidentialité, c'est un élément important, vraiment fondamental, pour ne pas avoir des effets secondaires de toute cette crise-là qui serait d'ordre social. Donc, je maintiens cette position-là. Je vais la réexpliquer à tous les gens qui vont bien m'entendre. C'est fondamental dans un système de soins qu'on soit capable de conserver la confidentialité. L'autre aspect à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Ça sert à quoi d'avoir cette information-là? Les gens me disent parfois, si on le sait, on va prendre plus de mesures. Mais je m'excuse, c'est de la fausse réassurance, parce que si vous ne prenez pas déjà toutes les mesures qu'on peut prendre, c'est pas correct. Il y a l'image qu'on a d'un stat, là, quand on déclare quelqu'un qui est positif, il l'est depuis un bon bout de temps. Alors, il y a une fausse perception de la statistique. Je pense qu'il faut que chaque personne fasse toujours le maximum pour empêcher la contagion. Je parlais du 2 mètres là, tout à l'heure. C'est réel. Il faut conserver ce 2 mètres-là de distance qu'on a entre toutes les personnes qu'on rencontre. On parlait de se laver les mains très souvent. C'est réel, il faut le faire. Il y a des gens qui encore n'ont pas compris, puisque j'ai compris hier, moi, qu'il y avait plusieurs cabanes où il y avait du monde qui se prenait leur skidoo puis se ramassait à 12-15 là-dedans. Là. C'est la réalité dans laquelle on vit. Là. Je comprends qu'on ne peut pas tout comprendre du premier coup. J'ai aucun problème à répéter 1000 fois.
Mais tout le monde doit prendre le maximum de protection pour empêcher la propagation du virus maintenant. Que ce soit que votre voisin soit positif ou qu'il soit négatif, il faut que vous sortiez tous les jours le saluer à 2 mètres, pas plus. Ça donne aucune. Ça change absolument rien que vous sachiez qu'il soit positif ou pas. Merci. Parfait, merci. Donc, Bruno de Radio-Canada. Oui, 2 questions techniques là sur la résidence en tant que telle. Est-ce que c'est une résidence de soins longue durée qui relève du CIS en tant que tel? Si oui, combien de personnes y habitent? Combien de membres du personnel également? Nous avons une résidence de 30 personnes. En regard de ces 30 personnes-là, il y en a 17 qui se retrouvent dans le statut de résidence privée pour les aînés et 13 dans le statut de résidence de résidence intermédiaire. Donc, il est certain que le CIS de la Gaspésie a des responsabilités à l'égard des personnes qui sont en RPA et RI, entre autres, notamment pour des soins à domicile. Et pour le personnel, on compte environ une vingtaine de personnes qui travaillent à cette résidence et les personnes ont tous été, qui ont eu des contacts avec la personne ciblée, sont tous à domicile en quarantaine actuellement. La totalité, hein, si j'ai bien compris, sont en quarantaine là, présentement, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est géré par la Direction de santé publique. Et la personne qui a été testée positive, si je comprends bien, elle a été transférée à l'extérieur. Est-ce qu'on peut avoir son état de santé? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est critique? J'ai pas cette information-là actuellement. Je ne sais pas si Dr. Bonnier-Vigée voudrait compléter. Non, je pense que la famille est au courant. Parfait. On va passer à Edgar Mériton, TV Gaspé. Oui, bonjour. 2 petites questions. Quand on regarde les modèles mathématiques par rapport à la province, par rapport à la région, est-ce qu'on a une idée d'à peu près quand on pourrait avoir atteint le fameux pic qui nous permettra de redescendre la colline? Malheureusement pas, parce que les modèles sont multiples, alors il n'y a personne actuellement qui peut se prononcer là-dessus. D'accord. Deuxième question, vous parliez de rassemblement dans des cabanes à sucre ou autrement. On sait qu'à Montréal, on en est rendu au stade où on encourage jusqu'à un certain point la délation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait envisager par rapport à ces rassemblements? Je pense qu'il y a toujours une progression. Là. Je pense que les gens qui sont conscients qu'il y a des gens qui se rassemblent, ils devraient les avertir, leur demander de prendre conscience du danger qu'ils font courir non seulement à eux-mêmes, mais à toute la population. Si ça ne fait pas l'affaire, peut-être retrouver des autorités municipales qui pourraient répéter le message. Puis si ça ne fait pas l'affaire, oui, on peut toujours appeler la SQ puis leur dire qu'il y a des rassemblements puis qu'effectivement, les gens ont décidément pas compris la consigne. Puis eux autres aussi, les avertir d'abord avant d'intervenir de façon plus coercitive. Mais oui, on est rendu là, si on n'est pas sérieux dans nos mesures, on peut se retrouver avec plusieurs. Pour se rendre compte, là, c'est que chaque fois qu'on ne transmet pas le virus, là, on vient de donner une chance à quelqu'un de vivre. Là. Parce qu'il y en a des gens qui vont tomber malades sérieusement. Puis vous l'avez vu dans les conférences, c'est des gens de 70 ans et plus qui meurent actuellement. Ils meurent pour vrai. Là. Très bien, merci. Jacinthe Leclerc BFM. Si vous trouvez qu'il y a un risque dans les cabanes à sucre, qu'est-ce que vous pensez des usines de pêche? Dans les usines de pêche, il est sorti une série de recommandations pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de transmission virale entre les personnes, soit par l'espacement des travailleurs sur la chaîne de travail, soit par l'installation de barrières physiques pour que les gens soient vraiment isolés chacun dans leur poste de travail. Alors, ça a été étudié par l'INSPQ. Si vous allez sur le site, là, il y a à peu près
une trentaine de nouveaux documents qui sont sortis pour les différents milieux de travail pour assurer un maintien de nos activités essentielles. Il faut que les gens continuent à manger. Donc, dans les épiceries ou tout ça, là, il y a toutes des mesures qui ont été étudiées et convenues pour minimiser la propagation des infections. Merci. Merci Jean-Daniel de TV-CGA. Toutes mes questions ont été répondues. Parfait, merci. Amélie de CHAU. Oui, bonjour. J'aurais aimé obtenir certaines précisions. On parlait de 3 résidents qui sont hospitalisés dans la région. Donc, je devine que les 3 résidents étaient en contact avec la personne qui a été testée positive. Est-ce que c'est le cas? Et surtout également, quel est leur état de santé à l'heure actuelle? Dr. Bonifié. Moi, je n'ai pas cette information-là. Là, ça rentre dans le niveau clinique. Là. Alors, j'ai pas l'information sur l'état de santé de ces personnes-là actuellement. D'accord, merci. Ariane Troll de la presse. Pour la personne, le membre du personnel qui a été infecté dans une autre région, est-ce que c'est un cas de transmission communautaire ou cette personne-là avait été en contact avec une personne qui revenait de voyage, puis est-ce qu'on c'est dans quelle région elle aurait été contagiée? Comme Mme Duguay l'a expliqué, une personne qui avait voyagé quelques jours auparavant dans une autre région du Québec. C'est son seul facteur de risque à notre connaissance. Gilles Gagné, Spec et Le Soleil. Est-ce que l'employé a pris des précautions avant de reprendre le travail? On savait, le travail en fin de semaine, on peut présumer, ou l'employé du système de la santé ou d'organismes, disons, parallèles sont quand même sensibilisés à la réalité qu'on vit depuis 3 semaines maintenant. Est-ce que l'employé a pris des précautions? Est-ce que l'employeur a pris des précautions? Il faut simplement se rappeler à ce moment-là que lorsque c'est arrivé, on n'avait pas l'indication qu'on avait pour l'Estrie et pour Montréal notamment. Lorsque c'est arrivé, c'était une des premières questions, c'était est-ce que vous arrivez d'un voyage à l'extérieur du pays? Donc tout ça, il y a eu comme une période là entre deux, et c'est dans cette période-là que cette personne-là est allée à Québec quand c'était pas identifié comme vraiment à haut risque. Donc elle est revenue de la région et elle est rentrée travailler et après 2 jours, elle a eu des symptômes et là, à ce moment-là, elle s'est retirée. Mais c'était pas dans la période où nos régions du Québec étaient identifiées comme à haut risque. Il n'y a pas de sanctions prévues dans ce genre de situation-là? Écoutez, comment c'est géré à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est pas une employée du CIS de la Gaspésie, mais comment c'est géré au Québec, c'est que en autant que c'était pas dans une période qui était ciblée, qu'il n'y avait pas d'interdiction il n'y avait pas de pénalité. C'est sûr que depuis le 12 de mars, on dit à la population gaspésienne, notamment au personnel du réseau de la santé, ne voyagez pas, demeurez chez vous. C'est ça la consigne qu'on donne. Mais c'est une consigne, c'est une orientation, c'est pas une interdiction. On n'était pas rendu là à cette étape-là. Là, il y a peut-être, c'est pas la date exacte, là, mais il y a peut-être 2 semaines, on n'était pas rendu là. Mais il reste depuis le 12 de mars que la Direction de santé publique demande aux gens de demeurer à la maison ou si on est obligé de sortir, de demeurer dans notre secteur, de ne pas voyager au Québec. Mais il n'y avait pas d'interdiction, comme je le disais tout à l'heure. Merci. Mélanie Cassette. Bonjour, oui, la première question, c'est au départ, on a parlé là, des tests, là, dans le fond, les résultats, après combien de temps ça rentrait? Au début, on parlait de 3 à 4 jours. Maintenant, au niveau de la Gaspésie, est-ce que les résultats entrent plus rapidement ou on a encore un bon délai? Et on commence à recevoir des tests assez rapides, surtout pour les patients hospitalisés. Mais il y a, je pense que c'est pas une cachette, tout le monde sait qu'il y a un grand problème de communication des
des tests là, au Québec. Le nombre de demandes a explosé à cause de la situation dans les régions du sud là, de la province. Et les laboratoires ne suffisent pas à la demande. Donc, il y a effectivement des retards de temps en temps, là, surtout si les gens ne sont pas sur une liste prioritaire. Alors, c'est variable, mais dans les cas des travailleurs de la santé, les gens hospitalisés, etc., c'est passé en priorité. D'accord. Et ma deuxième question, c'est au niveau des commerces essentiels qui sont ouverts dans notre région. Beaucoup de gens y travaillent. Il y a eu beaucoup aussi de jeunes étudiants qui ont été sollicités pour ces travails-là. Comme propriétaire, est-ce qu'il y a de l'appui et des recours pour ces employés-là qui ne respectent peut-être pas l'isolement suite au travail qu'ils font dans la communauté? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais si on parle des milieux de travail comme tels, oui, ils ont des appuis. La CNSST travaille étroitement avec l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé au travail et l'Institut national de santé publique du Québec et évidemment certains experts de différentes régions pour établir quelles sont les meilleures pratiques en milieu de travail pour éviter la contagion. Donc, ils peuvent appeler à la CNSST n'importe quand pour avoir des conseils ou à la direction régionale de santé publique où nous aussi, on a une équipe en santé au travail qui peut les aider et les conseiller. Maintenant, vous m'avez parlé d'isolement vers la fin, j'ai pas compris pourquoi. Là. Oui, en fait, c'est que souvent, c'est des grands rassemblements d'employés et dans ces employés-là, il n'y a pas nécessairement tout le monde qui respecte les règles de confinement suite à leur travail. Donc, ça peut faire boule de neige au niveau des commerces essentiels et du risque de contamination, en fait. Oui, si effectivement les normes qui sont proposées de bonnes pratiques ne sont pas appliquées, bien sûr que c'est un danger. Alors, mais ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Dans la loi, l'employeur doit toujours s'assurer qu'il y a un lieu de travail sécuritaire. Donc, c'est à l'employeur de faire appliquer les règles qui lui sont communiquées. Parfait, merci. Merci. Donc, Octave Nielsen de CHSNC. Oui, juste une question technique. Les 3 résidents qui sont hospitalisés à ce moment-là, on attend des résultats du test de la COVID-19, c'est bien ça? Bien sûr, ils ont été testés, puis on attend le résultat. OK. Donc, est-ce qu'automatiquement, s'ils sont testés positifs à la COVID-19, ils sont transférés dans les centres dédiés en conséquence ou on peut les traiter quand même, dans ce cas-ci, j'imagine, à Maria? Ça dépend de leur s'ils ont des complications ou pas de complications, s'ils sont plus ou moins bien ou pas. Enfin, c'est vraiment en fonction de l'aspect clinique là, que ces décisions-là se prennent. OK. Et l'autre aspect, quand on parle des familles isolées, tout le monde autour, ça peut représenter combien de personnes là, qui sont en isolement actuellement au total? Actuellement, pour l'ensemble de nos cas, là, je vous parlerai peut-être, on est au-dessus d'une centaine, certainement. Mais ce cas-là? Ce cas-là en particulier, je suis pas au courant parce que là, on est encore en train de faire tous les contacts avec tous les gens. Puis on parle d'une résidence de personnes âgées, donc c'est pas nécessairement les contacts des personnes âgées parce que ces gens-là n'avaient pas de visite. C'est plus les familles des employés. Alors on est en train de compléter le tour de tous ces gens-là. Est-ce que c'est le seul cas où une résidence pour personnes âgées est touchée actuellement en Gaspésie? À ma connaissance, oui, au moment où on se parle. Okay. L'autre question, toujours d'un point de vue technique et clinique, l'Ouest de la MRC d'Avignon demande une clinique de la COVID-19 pour les gens de la région de Pointe-à-la-Croix, Matapédia, les plateaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'organise pour ces gens-là? Parce qu'ils trouvent que Maria est quand même loin pour aller faire les tests de dépistage si nécessaire. Je ne sais pas, je laisserai répondre de Mme là-dessus.
Oui, je vais y aller. Oui, la demande nous a été adressée. J'ai parlé avec des élus là, du secteur de Pointe-à-la-Croix et on est en train de regarder là, en fonction du volume et tout ça, de la disponibilité du personnel, des orientations du ministère. On est en train de regarder de ce qui va se mettre en place dans la prochaine semaine. On va vous revenir avec ça, c'est sur la table de travail. Toujours du côté de Pointe-à-la-Croix versus Nouveau-Brunswick, dernière question, s'il vous plaît. Les consignes ne sont pas claires du côté des autorités québécoises et du côté des autorités du Nouveau-Brunswick. On essaie de démêler ça. Est-ce que les gens de Pointe-à-la-Croix peuvent aller faire leur marché au Nouveau-Brunswick et quand ils reviennent, est-ce qu'ils doivent être confinés? Quelle est la mécanique actuelle pour que ce soit clair pour les gens de Pointe-à-la-Croix, là? Vous connaissez la situation particulière, j'imagine, de ce coin-là. Donc, on est en discussion avec les nations qui sont concernées et la province du Nouveau-Brunswick pour harmoniser l'ensemble des interventions, mais c'est pas tout à fait au point encore. Là. Disons qu'actuellement, il y a des gens qui vont faire leur marché comme ils avaient l'habitude de le faire à Campbellton. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Merci. Monsieur Bonnier-Vigé, Octave Thibault, CHLC, concernant votre décision là, de ne pas dévoiler les lieux géographiques des gens atteints par MRC, compte tenu que dans certaines régions, je pense au Nouveau-Brunswick, des sous-régions, on connaît le nombre, Montréal, on connaît le nombre par quartier. Est-ce que c'est propre à chaque directeur de santé publique, cette décision-là? Par exemple, est-ce qu'un autre médecin à la direction de la santé publique pourra avoir une réponse différente? Je ne crois pas, mais comme médecin, j'ai une responsabilité personnelle, effectivement, dans cette décision-là. Merci pour écouter des autres médias. Je vais passer à un autre média. Julie Drapeau, CFM, s'il vous plaît. Alors voilà, c'était le point de presse. Oui, Julie, ça va? Bonjour, M. Bonnier-Vigé, Mme Duguay aussi. Donc, j'aimerais remonter dans l'enquête épidémiologique là, qui concerne l'employé du manoir du Havre. L'employé, justement, a fait un voyage à Québec le 12 mars, selon la famille, à Québec. Et puis, l'apparition de ses premiers symptômes est arrivée vers le 20 mars. Elle a appelé la ligne qui est désignée là, à cette fin au Québec. Et puis, à ce moment-là, la famille dit qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'elle est une travailleuse dans une résidence pour personnes âgées. Ensuite, elle a dû se rendre à l'hôpital pour des symptômes de difficultés respiratoires. On lui a diagnostiqué une pneumonie. On l'a retournée à la maison avec antibiotiques. Donc, on était autour du 20. Elle a dû retourner vendredi 27 à l'hôpital. Et puis, c'est à ce moment-là là, que, pour la première fois, le réseau a décidé de lui faire passer le test de la COVID-19. Avez-vous tardé là-dessus? Et puis, je voudrais entendre justement votre version pour essayer d'établir entre-temps, entre le moment où elle a déclaré les premiers symptômes, puis le moment où vous avez finalement décidé de lui passer un test de la COVID-19, combien de personnes finalement elle a pu fréquenter, notamment des personnes vulnérables? Bien, c'est justement le but de notre enquête, quand on a un cas positif, de retracer toutes les personnes que cette personne-là a pu contacter et puis évaluer le niveau de contact. On classe nos contacts en risque élevé, modéré ou faible. Et c'est vraiment le travail qu'on fait pour ensuite de ça appeler tous ces contacts-là, puis leur demander de se mettre en isolement, puis de surveiller leurs symptômes. Et si jamais leurs symptômes apparaissent, ben de contacter rapidement pour pouvoir être testés à leur tour. C'est un peu le rôle de la santé publique de faire tout ça, et c'est ce qui a été fait. Dans votre histoire, que vous connaissez mieux que moi, parce que c'est pas moi qui ai fait l'enquête épidémiologique, évidemment, puis je vais pas fouiller dans tous les dossiers. Dans votre histoire, ben la dame aurait été à Québec à un moment donné où la consigne pour tester les gens, c'était vraiment les retours de l'étranger. Alors, il n'y avait aucune consigne
Il n'y avait pas de transmission communautaire connue à l'époque. Donc, on ne testait que les gens qui étaient revenus de l'étranger ou qui avaient un contact avec déjà quelqu'un qui avait un COVID positif. Alors, donc, selon les informations qu'on avait à cette époque, la conduite a été correcte. Donc, à partir du 20, lorsqu'elle a déclaré des premiers symptômes, qu'est-ce qu'on lui a répondu sur la ligne COVID-19? Avez-vous vérifié si on a invité justement cette personne-là, cette dame-là, à se mettre en isolement, le temps de voir comment est-ce que les choses allaient se dérouler pour les prochains jours? C'est la consigne habituelle, mais je ne sais pas ce qui a été dit vraiment parce que je n'étais pas là. En tant que direction de la santé publique, là, l'organisation n'a pas. Est-ce que c'est pas dans la bonne procédure, dans le cadre d'une enquête épidémiologique, de vérifier justement comment se déroule là, cette procédure? Je voudrais juste rajouter là-dessus que justement l'enquête épidémiologique est en procédure, comme le disait le Dr Bonnier-Vigé tantôt. Et aussi, il faut toujours avoir en tête que quand le moment s'est passé, ça c'est important, c'est que les directives, ce n'était pas d'avoir des symptômes d'allure grippale ou d'autres symptômes, c'était vraiment la première directive d'avoir été dans un pays à l'étranger. Donc, c'est sûr que possiblement que le message a été de dire justement de ne pas prendre de risque, de rester à domicile. Puis encore là, c'était une consigne que le personnel a donnée, mais pour eux, c'était pas une clientèle à risque parce qu'on a eu un 2-3 jours quand même que c'était pas clairement dit que c'était au Québec. Cette période-là a été plus difficile à gérer, effectivement. Bon, à ce moment-là, quand elle a consulté une première fois où on lui a diagnostiqué une pneumonie, là, on s'entend pour dire, là, puis je suis pas médecin, qu'elle présentait des symptômes qui s'apparentent là, aux fonctions respiratoires. Et comme c'est une travailleuse d'une résidence pour personnes âgées, il n'y aurait pas eu lieu à ce moment-là, par acquis de conscience, de lui faire passer le test de la COVID-19. Madame Tiquet? Oui, OK. Mais écoutez, c'est très clair que on n'a pas toute l'information que vous avez à l'heure actuelle. On est en train d'aller chercher l'information. Lorsqu'on aura toute l'information, on verra vraiment ce qui s'est passé et on amènera les modifications s'il y a lieu. Puis c'est possible qu'on a des ajustements à faire, mais on est en train de regarder tout ça. Donc, Jean-Philippe Thibault. Oui, en fait, c'est ça. Je me demandais si cette personne-là touchée au manoir d'Or faisait partie des 4 nouveaux cas confirmés hier ou en Gaspésie aux îles, ou ça fera partie de la nouvelle mise à jour qui va être faite vers 13h. Dr Bonnier. Oui, semble-t-il, comme dit. Non, je m'excuse, je vais être obligé de vous quitter. On a une autre réunion très importante qui vient de commencer. Je vais être obligé de vous quitter. Oui, ça fait partie des 4 cas. OK, merci. Ça fait partie des 4 cas confirmés hier. Richard, est-ce que tu avais des questions? Désolée. Oui, concernant les laboratoires pour faire les tests, évaluer les tests, est-ce qu'on sait finalement pour améliorer la rapidité des résultats, si Rimouski va finalement en ouvrir un pour qu'on puisse avoir des résultats plus rapidement? Oui, actuellement, l'information qu'on détient, là, c'est que Rimouski ouvrirait justement ouvrirait le laboratoire, aurait l'équipement là, pour faire l'analyse des tests. Effectivement, donc c'est certain que ça va aider la Gaspésie. Ben, est-ce qu'on sait à quel moment? Hier, ils nous ont contactés. Moi, j'ai pas c'est une de mes adjointes qui a cette information-là. Moi, j'ai pas l'information du moment, mais à mon avis, là, ça va être à court terme, là. Eh bien, merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions générales? Parfait. Donc, merci tout le monde. Puis, si jamais il y a des demandes d'entrevue, vous pouvez toujours nous adresser.